Après Anatomie d'une chute, voici l'autre grand film français de cette fin d'année 2023, en l'occurrence Le procès Goldman de Cédric Kahn. Un film qui affiche curieusement quelques points communs avec le film de Justine Triette, précédemment abordé sur Split Screen Review. D'abord, Le procès Goldman, comme son titre l'indique, est également un film de procès qui donne l'occasion à son auteur de revisiter ce sous-genre du film criminel pour le transformer en une réflexion très cinématographique. Comment filmer la parole? Dans les deux films, la parole prononcée dans une cour de justice entre en écho avec des réalités et des préoccupations contemporaines, même si le procès Goldman se déroule dans les années 70. Autre point commun entre Anatomie d'une chute et le procès Goldman, la certitude que tout arrêt de justice n'est pas LA vérité, mais une vérité judiciaire rendue à partir de l'écoute de variations ou d'interprétations formulées à partir d'une même histoire. Et puis, de manière plus insidieuse, citons comme autre point de convergence entre les deux films le fait qu'ils bénéficient d'une présence commune, celle d'Arthur Harari, co-scénariste d'Anatomie d'une chute et interprète de l'avocat de la défense, Maître Kiejman, dans le procès Goldman. Une fois ce relevé d'éléments coïncidents non exhaustifs accompli, il convient de mentionner que le film de Cédric Kahn propose des choix formalistes différents. Dans ce dernier, si la texture de l'image rejoint une esthétique propre aux images tournées dans les années 70, esthétique d'ailleurs savamment copiée, à tel point que nous pourrions imaginer les images appartenir à des archives, la présentation des cadrages, au même titre que le découpage global du film, sans parler de l'usage de quelques procédés techniques, ne cache rien de la modernité qui a animé Cédric Kahn pour la réalisation de ce procès Goldman. Nous pourrions donc considérer que Le procès Goldman est un film qui questionne une façon de revisiter le passé, de le crédibiliser et de lui rendre une matérialité réaliste et vraisemblable. Il y a ainsi dans le procès Goldman d'heureux télescopages des temps. Pour être plus précis, nous pourrions avancer que le dispositif imaginé par Cédric Kahn et ses collaborateurs aspire à abolir l'espace-temps qui sépare le présent du temps de la véritable affaire Goldman qui a donné lieu à plusieurs véritables procès dont les traces que nous conservons aujourd'hui se limitent à ce qu'il reste de la couverture médiatique de l'époque et du livre de Pierre Goldman. Sur ce point, il apparaît donc évident que les débats d'audience, intégralement reconstitués pour les besoins du film, ne peuvent l'être qu'à partir d'un regard et d'une écriture qui appartiennent au présent. Et puis, la mise en scène. Cette dernière, nous l'avons déjà brièvement évoqué, servie par une utilisation des possibilités offertes par le numérique, notamment, on pense à la recréation d'un grain de pellicule singulier, le rappel d'une manière d'éclairer les scènes, etc. Tout ceci vise à crédibiliser les propos et les motivations des participants au procès, ceux de l'accusé en premier lieu, afin de souligner des résonances particulières avec des événements actuels et notamment un clivage idéologique de plus en plus prononcé et favorisé par les fluctuations politiques parfois hasardeuses du centre droit au pouvoir qui rappelle bien entendu l'atmosphère des années 70. Rappelons à cet effet que le véritable procès Goldman s'est déroulé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Nous avons employé sciemment le terme d'abolition à propos de la temporalité. À ce titre, le procès Goldman mélange allègrement les deux procès qui se sont déroulés respectivement en décembre 1974 et au printemps 1976, ce dernier après l'intervention fin 1975 de la Cour de cassation. Nous pourrions aussi associer cette théorie de l'effacement du temps à d'autres principes que le film se plaît à questionner. Cédric Kahn n'a cessé d'expliquer lors d'entretiens qu'un espace singulier a été spécifiquement construit pour reconstituer une salle de cour d'assises qui, dans sa nature même, participe à dessaisir le film d'une reconstitution précise du procès Goldman et à assumer pleinement la condition théâtrale d'un lieu configuré pour la mise en évidence des rôles principaux, les juges, les avocats, le procureur, les accusés et les témoins. Mais il serait réducteur de ne considérer le film que sous l'angle d'une réflexion sur le temps et la représentation de celui-ci. D'abord parce que les intentions filmiques sont habitées de la volonté de rendre compte de la pensée et de la parole de Pierre Goldman, individu devenu pour l'occasion une sorte d'icône de la gauche, mais aussi, dans le film, le support à des questions de fond sur le positionnement politique de la société française dans son histoire récente. Les volontés de Cédric Kahn se manifestent aussi, sans doute, dans le souci de proposer une véritable réflexion sur la justice et sur ce que le théâtre judiciaire autorise comme expression du monde qui l'entoure. La théâtralité est indiscutable. Il y a la scène et l'espace public. Mais lorsque quelques plans osent positionner sur un même niveau, sur un même état, sur un même plan, quelques protagonistes de l'histoire, et le public réuni pour suivre les débats, les frontières scéniques sont abolies et elles envahissent tout l'espace filmique. Plus d'alternance entre la scène et la salle, mais une communion, une fusion autour d'une quête précise, celle d'une vérité qui échapperait aux considérations judiciaires, la quête d'une vérité qui ne sera jamais LA vérité.
Ainsi, le spectateur est donc invité à investir l'espace de représentation afin d'occuper une place singulière, la position de celui ou de celle qui doit choisir, la position de celle ou de celui qui doit décider de croire en ceci plutôt qu'en cela. En d'autres termes, le procès Goldman nous tend un miroir qui réfléchit notre condition de spectateur de cinéma, mais aussi celle de témoin de la marche du monde, et de se demander où placer le curseur de l'innocence, et de se prévenir d'adopter une posture définitive qui reposerait sur des idées préconçues qui nous rendraient coupables d'être innocents. Le procès Goldman est donc aussi, et peut-être surtout, une invitation à écouter l'autre, et donc à l'entendre.